Bonsoir. Pour la première fois de son histoire, l'humanité traverse un cataclysme sans précédent qui sévit au même moment et de la même façon partout sur la Terre. Le coronavirus sévit dans tous les pays du monde avec son lot quotidien croissant de personnes malades et de décès. Le virus à la couronne est en train de changer toutes les habitudes et pourquoi pas réorganiser la mondialisation. Dans ce numéro d'intelligence économique, nous en parlons. Quel après coronavirus? C'est tout de suite. De retour sur le plateau, nous abordons l'après-coronavirus et pour en parler, je suis avec M. Sadia Zouzou. Bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Charles Sibaï. M. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique et stratégique. Avec nous sur le plateau, Dr Alessi Kofi Yeboah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en intelligence économique, également enseignant à l'école de commerce et de gestion ici même à Abidjan, ECG Abidjan. D'accord, merci. Actualité oblige, nous sommes à une distance de 1 mètre. Le réalisateur a tenu à ce que nous respections la distanciation, les mesures barrières du Covid-19. Pour rentrer dans le vif du sujet, parti en Wuhan en seulement décembre 2019, en Chine, le Covid-19 a atteint tous les pays du monde avec une rapidité et une vitesse qui a surpris plus d'un. Et on constate que les gouvernants ont pris des stratégies avec des imprécisions. Quel constat, partagez-vous ce constat? Est-ce que les pays ont été surpris par la vitesse de la propagation du Covid-19? Je pense que c'est une bonne question. Il faut dire que cette pandémie, c'est une première, c'est presque une première. C'est vrai qu'il y a eu des pandémies avant, mais dans le monde moderne actuel, c'est la première fois. Et donc, ce n'est pas évident pour les nations, pour les pays, de se préparer à une telle catastrophe. Du coup, on peut dire qu'il y a eu des situations où les États n'ont pas eu à prendre les mesures qu'il fallait à temps dans certaines contrées. Mais il était quand même difficile de prévoir cette pandémie. Et donc, il faut comprendre quand même la situation. Et pour nous qui sommes sur le continent africain, nous pouvons dire que nous avons vu venir cette maladie. Donc nous, on ne devrait pas dire que nous avons été surpris. Seulement, nous sommes dans des pays où nous avons, du point de vue naturel, des maladies conjoncturelles, des maladies structurelles, c'est-à-dire notre système sanitaire même a des difficultés. Du coup, on a du mal à suivre, mais je pense que dans bon nombre de pays, quand même, les autorités ont su réagir. Et les grands pays, c'est vrai, il y en a qui l'ont minimisé. Et comme je le disais, cette maladie, c'est un virus. Et il n'y a pas de médicaments pour combattre les virus. Du coup, le système sanitaire mondial est, on va dire en panne. Donc c'est une situation, on va dire, inédite. Et on peut comprendre que cela ait surpris pas mal de pays. Ok, M. Sadia, vous aussi vous avez constaté cette impréparation des gouvernements. Effectivement, moi j'ai constaté cette impréparation des gouvernements, mais moi je dirais que les gouvernants étaient tout à fait au courant de ce qui se passait. Donc vous ne dédouanez pas même les gouvernants européens? Oui. Docteur, lui, pour lui, les gouvernants africains ont vu venir. Ils n'ont pas été surpris. Aucun gouvernement sur l'affaire. Enfin, je ne vais pas être trop radical, mais je vais dire que de façon générale, les gouvernements n'ont pas été surpris. Et là, je vais vous donner mes idées à ce propos. Je suis déjà qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Déjà à partir de... il y a eu des rapports de la CIA qui indiquaient que d'ici, dans le plan 2025, le monde d'ici 2025, qu'il y aurait une pandémie qui serait difficile à maîtriser et
pour laquelle la CIA conseillait au gouvernement de se préparer. Il y a aussi en 2015 Bill Gates qui avait déjà attiré l'attention des dirigeants du monde par rapport au même péril. Il y a aussi en France, on avait Jérôme Salomon qui est un épidémiologiste, un médecin épidémiologique au type épidémiologique, voilà. Ok, ça y est, oui, tu es arrivé. Épidémiologique français avait déjà, était dans le staff des campagnes du président Macron déjà en 2016, avait attiré l'attention du président Macron sur l'impréparation de l'État français de façon particulière et eu égard au manque de structure, aux faiblesses structurelles au niveau des installations sanitaires au niveau de la France. Mais je vais dire, plus récemment auprès de nous déjà en Chine, il y avait des lanceurs d'alerte, des médecins chinois qui avaient déjà attiré l'attention des plus hauts dirigeants chinois, attirer leur attention sur un virus très dangereux qui est en train de se développer et pour lequel, si on ne fait pas attention, ça risque de créer des problèmes. En plus de cela, je pense qu'à partir de novembre 2019, octobre 2019, tous les dirigeants occidentaux mondiaux savaient déjà que le coronavirus avait déjà commencé en Chine, déjà à ce moment-là. Et je vais vous dire, pour le prouver, c'est que déjà l'ensemble des pays européens, à la suite de l'appel de la Chine, avaient déjà envoyé du matériel médical et sanitaire de près de 50, dont le poids équivaut à près de 53 millions de tonnes de matériel qui avait été déjà envoyé en février à la Chine pour aider la Chine à combattre le coronavirus. Et puis, bien entendu, ce matériel-là a été accompagné d'une somme, d'une aide fournie par les Européens à la Chine. Le montant de cette aide-là s'élevait à près de 250 millions d'euros déjà pour aider la Chine à combattre cela. Alors donc, les gouvernants étaient totalement informés. S'ils n'étaient pas informés, ça aurait vraiment pu être une catastrophe parce que vous savez que les gouvernants dans les grands pays, dans le monde entier, sont les gouvernants qui ont la culture de l'information, du renseignement et qui travaillent souvent dans la prospective sur 10 ans, 15 ans. Cela aurait pu attirer aussi leur attention, eu égard au rôle stratégique et clé que joue dans la ville de Wuhan, je l'ai dit la fois dernière sur le plateau ici, dans l'économie mondiale aujourd'hui. Wuhan est une ville dans le centre de la France. De la Chine. La Chine plutôt, excusez-moi. Dans le centre de la Chine qui a au moins à peu près 11 à 12 millions d'habitants. Et c'est une plateforme logistique très importante. Et aussi c'est une ville qui est considérée un peu comme la ville, un peu comme Detroit à l'époque aux États-Unis. Constituée un peu comme la plateforme de l'industrie automobile chinoise. Et dans cette ville-là, beaucoup d'entreprises, beaucoup de constructeurs internationaux, si je prends le cas par exemple des PSA en France et Renault, on fait des co-entreprises avec des entreprises chinoises pour fabriquer des véhicules. Et Wuhan à lui seul peut produire environ 1,5 million de véhicules par an. En plus de cela, c'est une plateforme logistique très importante à partir de laquelle il y a des liaisons aériennes régulières entre les plus grandes villes européennes et les plus grandes villes asiatiques et les grandes villes, je veux dire, américaines. Donc, Wuhan renforce à Wuhan, vous avez aussi la plupart des grandes entreprises mondiales, les entreprises transnationales ont de très grandes représentations là-bas. Alors, je vais dire que du fait qu'il y ait ces liens aériens directs entre ces pays montre que c'était une ville stratégique. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces puissances-là n'étaient pas au courant de ce qui se passe en Chine. Seulement que l'erreur fatale, c'est effectivement d'avoir fait preuve un peu de négligence. Et cette négligence-là, aujourd'hui, est en train d'être payée cash aussi bien par les dirigeants occidentaux que par les dirigeants africains. Je pense que les dirigeants se sont dit, bon, écoutez, c'est la Chine, hein, on va les aider, et puis bon, comme les autres fois, c'est une maladie qui va être, je vais dire,
juste circonscrite. On imaginait, on pensait à une grippe saisonnière. Voilà, une grippe saisonnière qui va être circonscrite. Et puis bon, on s'occupait d'autres choses. Alors que ce qui a été oublié, effectivement, c'est que le monde est un monde interconnecté sur le plan économique et surtout le rôle clé que joue cette ville où il y a des grands laboratoires de compagnies dans le domaine numérique aujourd'hui qui y ont leur siège pratiquement à Guyane. Donc je veux dire que ça aurait pu attirer l'attention des grands cabinets européens et je suis sûr que cela a été fait. Mais je pense que les dirigeants, ceux qui prennent les décisions stratégiques n'ont pas pris peut-être la menace au sérieux. Et à sa juste mesure. Alors, docteur, que les pays aient été surpris ou non, ils ont tout de suite développé des stratégies. Bien sûr. Okay, on va revenir sur ces stratégies. Et quelles sont les différentes stratégies des pays et qu'en pensez-vous? Ben, je pense que pour juste rattraper quelque chose que le collègue vient de dire, en fait, quand on dit les dirigeants ont été surpris, en fait, c'est la vitesse à laquelle la maladie s'est propagée. Voilà. Sinon, il y a eu des signaux faibles dès le départ, mais c'est une maladie qui s'est propagée très rapidement. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de structures étatiques capables de prévoir cela, en fait. Ça, il faut quand même le comprendre. Cette maladie est venue tellement vite qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ça ait de telles conséquences. Et pour revenir maintenant à votre question, plusieurs mesures, effectivement, ont été prises par les pays, notamment mettre en place, on va dire, la fermeture des frontières. Pour les pays africains que je connais plus, on a mis en place l'état d'urgence sanitaire qui a permis à ce qu'il y ait des couvre-feux pratiquement dans tous les pays. Il y a eu certainement, c'est le cas un peu partout, l'État a mis en place, on va dire, des centres pour pouvoir conseiller les citoyens. On a mis en place les mesures barrières pour expliquer aux gens comment la maladie, que je précise, qui n'est pas très connue encore, parce que les scientifiques continuent de travailler pour comprendre comment cette maladie se comporte. Et donc, on nous demande de laver les mains, on nous demande de respecter une certaine distance, au minimum de 1 mètre entre chaque personne. Ce sont des mesures, on va dire, utiles, mais on va dire, nous sommes dans une phase de tâtonnement. On n'a pas encore trouvé les vrais remèdes et les vraies solutions. Et ensuite, les gouvernements ont demandé à ce que chaque citoyen, dans la mesure du possible, reste à la maison. Il y a même des spots où c'est écrit « Restez chez vous, restez à la maison ». Je pense que c'est la meilleure des solutions, rester à la maison. Alors, on n'est pas en contact avec autrui, mais quand on est à la maison, alors la société n'existe plus. Voilà, donc ce sont des mesures quand même qui ont montré leur efficacité. Hein. Il y a certains pays même qui sont allés plus loin, qui ont dépisté la grande partie de leur population. On a vu dans certains pays où les rues même étaient lavées, pulvérisées. C'est pour dire que quand même, il y a eu des solutions qui ont été proposées. Il y a eu même des centres de mise en quarantaine qui ont été réhabilités pour pouvoir accueillir les malades dans les grands pays, comme chez nous aussi, dans nos pays. Et un peu partout, il y a eu des centres de mise en quarantaine. Mais ces mesures sont encore à renforcer. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas rester là-dessus. Tant que l'épidémie continue de progresser, il faut être, on va dire, préoccupé. D'ailleurs, c'est qu'il faut expliquer, hein, il faut l'expliquer sur ce plateau. Les Africains pensent qu'ils sont encore à l'abri. C'est parce que nous ne sommes pas très connectés à l'économie mondiale. Si nous étions connectés à l'économie mondiale comme les pays européens, comme les États-Unis ou le Canada, on allait avoir encore, on va dire, un taux très élevé. Et comme nous ne sommes pas très connectés, d'ailleurs, il n'y a que les pays qui avaient de grandes relations commerciales avec la Chine, notamment le Nigeria, l'Égypte, le Maroc. Ce sont ces pays-là qui ont été les premiers à être touchés de façon, on va dire, importante par cette maladie. Mais il faut le dire, ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Donc aujourd'hui, toutes les nations sont concernées. Et donc les mesures qui ont été prises, je pense que ces mesures permettent jusque-là
dans le tâtonnement de maîtriser, mais on n'a pas encore maîtrisé. Nous sommes en tout cas dans une situation toujours critique. Ok. Merci, docteur Sandia. Oui. Est-ce que ces stratégies sont efficaces? Bon, ces stratégies il y en a qui sont efficaces et puis il y a d'autres qui ne le sont pas. Pour montrer, je vais dire, à la limite. Globalement, il faut dire que nous sommes globalement dans le monde, dans l'économie des marchés, où la mobilité est un facteur clé véritablement dans la croissance de l'économie mondiale. Mais je veux dire que les États ont pris deux mesures, effectivement. Il y a des mesures sur le plan sanitaire et aussi des mesures aussi sur le plan économique. Mais dans ces deux mesures-là, il y a eu des mesures d'abord défensives, alors, qui ont consisté, comme le docteur le disait tout à l'heure, à des confinements. Et puis aussi des couvre-feux, etc., etc. Et puis sur le plan sanitaire, bon, il y a les mesures barrières qui ont été arrêtées. Sur le plan économique, là aussi, sur le plan plutôt sanitaire, il y a certains pays, par exemple comme la Corée du Sud, ont décidé, avant que les premiers cas n'arrivent déjà, et eu égard à leur proximité avec le premier foyer de propagation du virus, ont pris des mesures en faisant des dépistages automatiques déjà, ce qui a permis à des pays comme la Corée du Sud déjà d'avoir dépistage systématique déjà pour tous les citoyens, et ce qui a permis quand même de prendre l'avance et de vite circonscrire, je vais dire, la pandémie. En ce qui concerne par exemple les mesures économiques, on a vu ici, ça et là, les différents États, comme on le dit dans le terme vulgaire, ont sorti les chèques pour essayer de soutenir les secteurs d'activité qui pourraient être impactés durablement par cette pandémie. Et bien entendu aussi en prenant des mesures sociales pour aider les entreprises, aussi bien les entreprises que les ménages. Donc c'est à ce niveau-là que ces décisions-là ont été prises, je veux dire, globalement. Et vous les saluez, ces décisions? Ces décisions sont à saluer dans un premier temps. Et je pense que il faut faire en sorte que ces mesures-là puissent être accompagnées et puissent être renforcées. J'ai bien écouté le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, qui a dit la fois dernière au cours d'une interview que la Corée avait déjà été confrontée à ce genre de pandémie-là. Et par le passé, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et donc cette fois-ci, la Corée était beaucoup plus aguerrie pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir anticiper. Et c'est ce qui a fait que les méthodes qui ont été adoptées par la Corée et puis aussi par d'autres pays ont pu avoir les résultats que nous connaissons. Mais il y a certains... à côté de cela aussi, il y a des pays, par exemple, qui ont décidé carrément de ne pas confiner les populations. C'est par exemple le cas des États-Unis qui donc sur le tard, par exemple, a accepté de confiner certaines villes, comme New York et puis d'autres villes qui sortent. Cette mesure-là plutôt s'est étendue au reste du pays. En Afrique, nous avons le Burundi, nous avons Madagascar et d'autres pays qui n'ont pas senti la nécessité de se confiner. Mais je vais dire que de façon globale, les pays africains ont un peu copié sur les mesures qui ont été adoptées. Donc peut-être que c'était les bonnes pratiques, ou bien pas, mais je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais ce sont des mesures qui, curieusement, qui étaient édictées en Occident, qui ont été automatiquement appliquées ici à nos pays africains. Est-ce que ces mesures sont, je veux dire, en accord avec notre façon, notre mode de vie, etc., etc. Bon, donc, je veux dire... L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, mais je pense que dans le cas d'espèce, ce qui est important pour nous, c'est de penser déjà à l'après-coronavirus. La Chine, premier foyer de la pandémie qui s'est étendue en Europe et en Afrique, la Chine semble avoir vaincu le Covid-19. Et depuis, la Chine est devenue altruiste, apporte son aide et son expertise aux autres pays. Oui. Quelle analyse en faites-vous? La Chine vient sauver le monde, hurrah, oyez, on peut le dire. La Chine, effectivement, est en train d'aider les autres nations parce qu'elle a pris de l'avance, elle a eu de l'expérience, mais c'est aussi une façon de la Chine, pour la Chine, de démontrer ce qu'on appelle le soft power, dont on parle souvent sur ce plateau. C'est-à-dire que c'est un moyen de
de multiplier l'influence de la Chine, parce que la Chine s'est redressée en tant que nation puissante, en tant que nation, à dire, qui aujourd'hui tutoie de manière directe les États-Unis. Et donc la Chine aujourd'hui donne l'exemple de solidarité. La Chine a envoyé des médecins en Italie, a envoyé du matériel. La Chine, l'homme d'affaires Jacques Ma, a envoyé du matériel en Afrique. C'est une bonne chose. Et je pense que les Chinois montrent le chemin à tous les pays qui ont passé du temps peut-être à pleurer sur leur sort pour dire qu'il y a une autre voie, c'est le travail. Et même si la Chine, souvent on a tendance à taxer cette nation de tous les maux, mais c'est une nation qui est très en avance. Et donc, ils ont développé des mécanismes qui sont prêts aujourd'hui à partager avec l'humanité. Et c'est une bonne chose. Et je pense que certainement que les spécialistes chinois ont même déjà commencé à faire des tests pour des vaccins et autres pour que l'humanité soit sauvée. Et donc, pour moi, la Chine, sachant que elle-même, sa survie dépend du commerce mondial, elle n'a pas intérêt à ce que cette maladie se multiplie partout. Sinon, on ne peut plus faire des affaires. C'est pour ça. Mais c'est un pays qui, au-delà de ce service, est en train de montrer sa capacité, de montrer sa puissance, en fait. Et donc, c'est une bonne chose également pour l'humanité. Ok. La Chine sauveur du monde? Oui, ce que je veux dire, c'est un paradoxe. Et je pense qu'il faudrait qu'on le dise ici. C'est véritablement intéressant de voir qu'en espace de 2 mois et demi, 2 mois, la Chine est passée d'une puissance qui étant, je veux dire, quand on a annoncé un déclin. On a annoncé un déclin et qu'ils étaient pratiquement en train de se battre contre le coronavirus. Et donc, qui a eu besoin de recevoir du matériel médical et des équipements de l'Europe, notamment des masques. Et pratiquement un mois plus tard, la Chine se retrouve aujourd'hui comme étant exportateur de masques. Et non seulement exportateur de masques, je parle des masques, mais des respirateurs et autres équipements médicaux vers les pays européens. C'est un paradoxe. Il faut expliquer que lorsque c'est la résilience de la Chine qui a fait qu'effectivement la Chine a pu transformer ce qui était à l'origine, je veux dire, une faiblesse, parce qu'il ne faut pas se le cacher, le virus a été découvert et c'est à partir de la Chine que le virus s'est propagé dans les autres pays du monde. Exactement. Alors donc c'était un problème pour la Chine et pour l'image de la Chine. Donc il fallait trouver une stratégie, des ressources rapides pour pouvoir renverser la balance. Et c'est ce qui s'est passé. On estime que qu'est-ce que la Chine a fait? En l'espace de 2 mois, la Chine a créé près de 9000 manufactures pour fabriquer les masques. Ce qui fait que de la production modeste de 20 millions de masques par jour, la Chine est rapidement passée à près de 115 à 120 millions de masques par jour. Ce qui lui a permis rapidement de renverser la tendance et aussi qui a permis à la Chine de communiquer sur les chiffres réels, parce que c'est très important. Si vous voyez aujourd'hui que les États-Unis, notamment de son président Trump, Donald Trump se plaint de l'OMS, Donald Trump accuse la Chine d'avoir caché les véritables chiffres. On parle de 6 000 morts, de 3 000 morts. Mais la Chine, effectivement, c'est elle seule qui connaît réellement les vrais chiffres des personnes qui ont été atteintes d'abord et aussi des personnes qui sont mortes à l'issue de cela. Alors que les autres pays occidentaux, qui sont des pays libres, comme on le dit entre guillemets, on fait quand même une certaine transparence au niveau des cas, etc. Mais le cas de la Chine a été entouré d'un voile opaque selon les dirigeants occidentaux. Et il se trouve aujourd'hui que la Chine est en train d'aller aujourd'hui au secours des pays européens. Qui l'eût cru? Il y a 30 ans, la Chine était considérée comme un pays sous-développé. Et donc qui, en raison de sa population, était voué véritablement à un avenir incertain. Mais voilà la situation aujourd'hui telle qu'elle se passe. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on peut tirer aujourd'hui comme enseignement, c'est que les États-Unis sont en train d'abandonner progressivement le leadership mondial au profit de la Chine.
Et habituellement, lorsqu'il y a des grandes catastrophes de cette envergure-là, et où le monde est menacé, ce sont les États-Unis qui interviennent. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les États-Unis, et signe des temps, c'est la Chine. Vous y voyez un signe des temps? Mais bien entendu, je vois un signe des temps, et je vois aujourd'hui que la tendance est en train de se renverser. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en butte à leurs problèmes internes. Et habituellement, les États-Unis qui n'acceptent pas d'aide, qui n'acceptent d'aide d'aucun pays, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile, est obligé aujourd'hui d'accepter de l'aide. La Russie qui a envoyé du matériel. Il y a aujourd'hui la Russie, les États-Unis viennent de commander 600 000 tests à la Corée du Sud il n'y a pas très longtemps. Et aussi, il faut le dire aussi, il y a des médecins cubains qui sont déjà très impliqués dans le système américain, qui y travaillent, le système sanitaire américain. Donc je vais dire que ces éléments-là font que au niveau de l'Europe, déjà les États-Unis ont commencé à perdre ce prestige qui faisait en sorte que lorsqu'il y avait des problèmes par le passé, les États-Unis intervenaient et étaient la puissance. Donc les États-Unis en influence, je vais dire selon mon analyse, ont énormément perdu cela. Et donc comme vous constatez aujourd'hui, je vais dire avec tout ce que la Chine a pu faire comme don, etc., a donné beaucoup d'aide aux pays occidentaux aujourd'hui, à renverser la situation. Je veux que c'est tout récemment que le gouvernement américain, je crois, a donné pour lui, je crois, presque de 100 millions de dollars d'aide à l'Europe pour l'aider, notamment les pays touchés comme l'Espagne, etc., etc. Donc voici mon analyse un peu par rapport à la question que vous avez posée. Ok, tout à l'heure, vous l'avez dit que le virus est parti de Chine, mais on assiste à une guerre de paternité. La Chine n'en veut pas. Pour la Chine, c'est les soldats américains qui ont apporté le virus à Wuhan. Et pour les États-Unis, le virus est un virus chinois. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qui se joue là? Ils se rejettent la paternité du virus. Il faut le comprendre. Ce n'est pas une bonne image qu'on dise qu'un pays est à la base d'un virus qui a créé une pandémie mondiale. On pourrait même aller loin et puis un jour demander à être dédommagé si on est dans l'après. Et donc c'est pour ça que chaque pays essaie de voir. Ce que nous savons, c'est que le premier signal est parti de la Chine de façon officielle. C'est ce que nous savons. On n'a pas assez de recul ni assez d'éléments pour juger qui a créé cette maladie ou pas, ou d'où vient cette maladie. Mais ce que nous savons, par l'information que nous avons, c'est que la source, c'est en Chine que pour la première fois, cette maladie a été diagnostiquée. Et donc, ce sont des querelles d'officine. Et je pense qu'il vaut mieux rester juste à ça. Ce sont des hypothèses qu'on peut émettre. On ne peut pas aller plus loin que cela si on veut être vraiment objectif. Ok. Oui, moi je vois beaucoup d'enjeux. Les enjeux ils sont nombreux. On a dit les enjeux géopolitiques. On voit déjà que depuis un certain moment, il y a cette course au niveau de la baisse d'influence des États-Unis par rapport à la Chine. Et à contrario, on voit aujourd'hui la montée du soft power chinois. Et donc ces éléments-là sont des éléments qui sont très importants à prendre en ligne de compte. Et les enjeux aussi sont aussi économiques. On se rend bien compte aujourd'hui que avec ce qui se passe aujourd'hui, les entreprises chinoises sont devenues incontournables. Et les Européens se sont rendus compte, ils viennent de se rendre compte effectivement aujourd'hui des limites de ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui. Et la Chine a fait en sorte que, à travers ce qui a été mis en place par leurs dirigeants comme Deng Xiaoping, c'est-à-dire les 4 modernisations, l'agriculture, l'industrie, la science, la technologie et la défense, a permis aujourd'hui à cette puissance-là de s'élever aujourd'hui et d'être incontournable sur le plan mondial. Vous vous rendez compte aujourd'hui que il y a ce dont on a parlé tout récemment, on a parlé de la guerre des masques entre les pays. Les masques et les appareils respiratoires sanitaires sont devenus pratiquement introuvables aujourd'hui, de sorte que parfois même
il y a un... Comme on le dit, il y a des coupeurs de route. Il y a des coupeurs de route et il y a un fournisseur qui nous parlait, avec lequel nous avons échangé la fois dernière, qui disait qu'au moment où une compagnie, je sais pas, une région française avait acheté des masques, commandé des masques aux États-Unis, ils s'apprêtaient à aller prendre livraison de ce qu'ils ont commandé, et les États-Unis sont venus en proposant le triple de ce qui a été proposé. Au pied de l'avion. Au pied de l'avion, et vraiment ça se passe même jusqu'à dans nos pays africains. Aujourd'hui, il y a un industriel qui disait à la fois derrière que les Chinois qui disaient qu'il y a pratiquement des gens qui font le pied de grue là-bas dans les usines, là-bas, pour attendre que tout ce qui va être produit puisse être pris. Souvent même les commandes, on anticipe même sur les commandes sur 2 mois, 3 mois. Donc je vais dire que les enjeux sont véritablement colossaux, ils sont économiques, ils sont géopolitiques. Il y a une recomposition, en tout cas, je vais dire, des relations entre les puissances aujourd'hui. Avant, c'était les États-Unis de façon souveraine déjà qui avaient cette influence sur les autres pays. Et les choses ont commencé à changer pratiquement depuis un certain temps. De sorte que, si vous vous rappelez très bien, le président Macron avait dit avant de se raviser que l'OTAN, par exemple, était en mort cérébrale. Et donc, il a dû se raviser par la suite lorsque certains dirigeants européens lui avaient fait le reproche d'avoir dit cela. Donc, je veux dire que ce qui se joue là est évidemment très important. Et juste, nous sommes encore au milieu de l'analyse et on n'aura pas encore tiré toutes les conséquences réellement de ce qui est en dessous. D'accord. Docteur, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin 90, on a crié tout de suite, on dit que c'est la fin des 2 blocs. On ne parle plus de bloc soviétique, du bloc occidental, et du coup, on a mis en avant la mondialisation. Oui. On a un monde post-moderne, un monde post-national, un monde post-moral, et on a dit qu'il n'y aura plus de guerre, et les citoyens des pays sont devenus des consommateurs. Et du coup, après quelques temps, on a vu les limites de la mondialisation. Alors pour vous, l'après Covid-19, les choses vont changer? Ah oui, les choses vont changer. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, il faut pas, ce ne sont pas les armes de guerre qui sont, à dire, forcément l'élément de puissance. Aujourd'hui, avec cette pandémie, nous pouvons dire qu'avec un petit virus, enfin, c'est un grand virus, mais avec un virus, c'est un organisme qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut mettre tout un monde à genoux. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire la course aux armements, les armes bactériologiques, mais aussi tout ce qui est maladie peut être une menace pour l'humanité. Ensuite, pour revenir à la mondialisation, nous sommes à la limite, parce que là, chaque pays a fermé ses frontières pour se protéger. Chaque pays pense à sa souveraineté sanitaire. Donc, on commence à penser à relocaliser les industries. Donc, on n'est plus dans la mondialisation pour la mondialisation, mais chacun pense comment avoir l'essentiel. Cette situation peut entraîner une crise alimentaire mondiale. Si on ne peut plus échanger, qu'on ne peut plus travailler, il y aura des zones où il n'y aura plus à manger. Donc, c'est pour dire que la mondialisation est une bonne chose, mais nous sommes dans une phase où chaque pays va commencer à voir qu'est-ce que je peux garder d'essentiel chez moi pour qu'en cas de crise, je n'ai pas besoin d'aller tendre la main à qui que ce soit. Est-ce que les idées souverainistes ne vont pas prendre de l'ampleur après cette pandémie? Absolument. C'est même, on va dire, c'est souhaité que ce soit ainsi. Parce qu'on ne peut pas tout externaliser. On ne peut pas tout mettre dans un autre pays, faire de certains pays des fournisseurs de matières premières, des pays qui sont là pour produire et d'autres qui sont là pour consommer. Non, il faut que chaque pays pense à sa propre sécurité, à sa propre survie. C'est vrai que ce ne sera pas quelque chose qui va se faire de manière automatique, mais je pense que déjà, on a entendu, les Français disent qu'ils vont arracher leur souveraineté sanitaire, tout ça, c'est la vérité. Où on fabrique les médicaments? Tout se fabrique en Chine. Mais si la Chine est en panne, si la Chine a des problèmes, comment on fait? Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la mondialisation est en train, on va dire, on va passer à une autre phase. Il y aura une recomposition du monde. Nous ne sommes plus dans un monde où il y a il y a une puissance qui domine tous les autres. Non. Aujourd'hui, je pense que l'après-corona sera
un monde où les États et même les régions vont se barricader davantage. Aujourd'hui, on ne peut plus voyager. Mais nous sommes dans nos pays, nous ne sommes pas morts pour autant. Ça veut dire qu'il n'y a pas que une ouverture, il y a des certaines clés qu'il faut garder, qu'il faut conserver. Donc les pays qui ont pensé que bon, on peut tout libéraliser, hein, l'économie libérale à tout vent, il y a des limites. Je prends le cas simplement de cette pandémie. Il y a des charges qu'aucun privé ne peut supporter. Donc l'économie libérale montre là une limite. Ici, on voit l'État venir au chevet des entreprises privées, même des plus grosses, mondialement connues. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on ne va pas revenir à l'État-providence? Ben, peut-être pas comme dans la littérature ça a été magnifié, mais certainement que l'État va prendre une place un peu plus importante qu'on a pensé, parce qu'avec les économistes de certaines écoles, les néoclassiques, on a pensé que bon, tout doit être libéralisé. Alors il faut revenir quand même à des choses, on va dire, à leur juste proportion. L'État a encore un rôle à jouer. L'État qui va financer... En Côte d'Ivoire, excusez-moi de vous interrompre, hein, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a mis en place un plan de relance économique. Aujourd'hui, tout le secteur privé est accroché à ce plan. Exactement. Alors donc on attend tout de l'État, en tout cas en cette période de coronavirus. Bien sûr. L'État revient en force. Hein. L'État revient. L'État ivoirien, pour le cas que je connais, a mis sur la table près de 350 milliards pour soutenir les PME, pour soutenir les grandes entreprises et pour soutenir le secteur informel. Et c'est ce que tout le monde a fait au Sénégal, au Maroc, partout. C'est-à-dire que l'État revient. Il y a des domaines où on ne peut pas privatiser. Parce que ce sont des biens communs. D'ailleurs, cette pandémie nous montre que la santé publique est un bien public, est un bien commun, au même titre que la sécurité, au même titre que la défense nationale. C'est-à-dire que les États ne doivent plus se permettre de négliger la santé publique. Et même les autres nations du monde ne doivent plus s'amuser à négliger la santé. C'est vrai. Vous permettez que j'aille un peu plus loin. Allons-y. Il y a eu Ebola sous nos cieux ici en Afrique, tout près de nous ici, en Guinée, au Libéria et puis au Congo, parce que c'était une maladie qui s'est déclarée dans les pays qui étaient moins connectés à l'économie mondiale. Ebola n'a pas fait trop de dégâts. Mais cette fois-ci, une maladie se déclare dans un endroit où les échanges se font, alors ça prend toute l'humanité. C'est pour ça que la santé publique doit être mise au haut niveau. Il ne faut plus négliger les hôpitaux, les médecins, tous ceux qui s'occupent de la santé, tous ceux qui fabriquent les médicaments. D'ailleurs, pour être un peu plus prolixe, on ne peut plus voyager. Nos États, qu'est-ce que nos États font? Les gens vont se soigner à l'étranger. Mais si vous avez une grosse maladie, vous allez où? Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on ne peut plus voyager. Donc, je suis un dirigeant africain, je traîne une grosse maladie, je me soigne où? Voilà, c'est ça la question. Et pourtant, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué de former un médecin. Les professeurs sont là, ils sont prêts pour enseigner les enfants, pour enseigner les jeunes qui ont pour vocation être médecins ou bien être pharmaciens. Il faut seulement mettre le cadre et les structures et les équipements. Ils sont aussi compétents. Il y a des médecins ici qui font des prestations à l'étranger. Donc il suffit de mettre les conditions. Il y a même un chiffre que je vais vous donner. Allons-y. Les États africains francophones, les élites qui vont se soigner en France dépensent à peu près 15 milliards. D'ailleurs, même ça, c'est un chiffre à la louche. 15 milliards de francs CFA chaque année, rien que pour le tourisme médical en France. Alors que nous pouvons 15 milliards de francs CFA. Nous pouvons construire... On peut faire des hôpitaux solides avec. Avec ça. Donc, il suffit que les experts de la santé... chaque année. Chaque année. Il suffit que les experts de la santé soient mis à contribution, qu'une bonne gestion soit mise en place. Toutes ces choses vont s'arrêter. Donc, cette pandémie vient nous rappeler, alors, le monde ne sera plus pareil. Les choses vont changer. Les politiques publiques vont prendre un peu plus d'importance et
les relations entre les nations vont changer. On ne va plus demander les visas pour voyager de la même manière. Il y aura beaucoup de contrôles, beaucoup de barrières, parce que chacun va vouloir se protéger. C'est ça. Et l'économie ne va plus se faire de la même manière. Les entreprises qui ont délocalisé en Chine ne vont plus être là-bas. Chaque pays va chercher à être autonome. Donc nous, Africains, on ne doit pas rester là. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on ne doit pas rester là. Le Bénin et tous les autres pays, on ne doit pas rester là à attendre toujours que ça vienne de l'étranger. On a des gens ici qu'on doit former, qu'on doit organiser, des experts qu'on doit mettre ensemble pour qu'ils puissent faire des choses pour que nos nations puissent rester en vie. Mais sinon, nous allons disparaître. D'ailleurs, je vais terminer sur cela. Allons-y. Lorsque nous regardons les modèles du système sanitaire des grands pays, un pays comme l'Italie, un pays comme la France, des pays développés, tout est propre. Les CHU sont aux normes. Mais si une maladie comme celle dont nous parlons met en péril tout un système, mais chez nous ici, dans tous nos pays, nous sommes pratiquement, on va dire, des pays démunis. C'est pour ça que nous avons à nous inquiéter. Nous avons à même renforcer les mesures qui ont été mises en place. Parce que nous n'avons pas de système sanitaire performant, parce que bon, nous sommes des pays en difficulté financièrement. Donc nous devons être encore plus rigoureux que ces grands pays. D'ailleurs, quand nous prenons les mesures qui ont été mises en place, quand vous sortez de nos quartiers, à part peut-être quelques zones, il y a des quartiers où les gens, ils n'ont rien à faire avec ça. Ils vivent parce que c'est le quotidien, la vie étant déjà dure pour eux. Alors, on parle de barrières, de mesures barrières, on parle de cache-nez et tout ça, mais il y a des gens qui n'ont rien à faire parce que la vie est déjà dure pour eux. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à informer, il faut continuer parce que nous sommes dans des états, on va dire, dans une situation déjà critique. Je voudrais peut-être ne pas être... Ok, merci. Alors, Sadia, oui. Est-ce qu'on s'achemine allègrement vers la fin de la mondialisation? Oui, je disais que le président Donald Trump avait été brocardé pour son protectionnisme. Et je pense que et le président Trump et aussi le dirigeant chinois Xi Jinping ont été brocardés, l'un pour ne pas être très attachés notamment au multilatéralisme. Et je crois que Trump, déjà en tant qu'homme d'affaires, l'un des hommes les plus riches au monde, déjà propose plutôt ce dont on avait parlé déjà sur le plateau ici, le bilatéralisme, c'est-à-dire les accords directs entre les pays. Et je pense que les événements sont en train de lui donner raison aujourd'hui. La mondialisation, je veux dire, telle qu'elle avait été pensée, a déjà vécu. Et là, nous sommes en train de voir. Maintenant, lorsqu'on analyse les discours des dirigeants politiques, notamment le président français, c'est le discours le plus récent, voici pourquoi on en parle. Et à la fin de son discours, beaucoup martelé cela. Il a demandé, comme donc l'a dit tout à l'heure, au pays de revenir de ne pas brader la souveraineté dans certains domaines, notamment dans le domaine sanitaire. Et cela va à l'encontre des principes qui ont été arrêtés au niveau de la mondialisation, notamment ce qu'on appelle, je veux dire, les chaînes de valeurs mondiales, qui font que l'économie est aujourd'hui très structurée, c'est-à-dire interdépendante les unes des autres. On fabrique un phare au Brésil, le pneu en Chine, je veux dire, le châssis aux États-Unis, etc., etc. Alors, donc, si on veut, et ça c'est la question que je me pose, bien entendu, si on veut mettre fin à la mondialisation, c'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, on le dira tout à l'heure, mais c'est que depuis près de 30 ans déjà, les grandes firmes pharmaceutiques françaises, notamment occidentales, je veux dire, ont délocalisé presque toutes leurs activités en Chine. De sorte qu'aujourd'hui, on ne fabrique pratiquement plus de masques aux États-Unis, en Europe. Il y a même plus on ne fabrique même pas un seul milligramme de paracétamol aujourd'hui en Europe. Or, des pays comme l'Allemagne, par exemple, étaient considérés un peu comme, je veux dire, des références en matière de chimie au monde. C'était véritablement là où les grandes firmes pharmaceutiques
qui y était installé. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu cette nécessité-là. Est-ce que le président français a parlé dans le feu de l'émotion? Mais je pense qu'il ne l'a pas fait. Mais je pense que les dirigeants se sont rendus compte maintenant qu'il y a des années passées où des spécialistes leur ont fait des propositions. Je parle tout à l'heure de Jérôme Salomon et d'autres spécialistes qui ont attiré. Il y a l'Académie l'Académie nationale française de la pharmacie qui a attiré l'attention des dirigeants français sur le fait que les Français n'avaient plus l'autonomie sur le plan sanitaire. Et ça vient de se confirmer aujourd'hui. Et tout récemment, on l'a dit, la France a commandé près d'1 milliard de masques en Chine. Paradoxe des paradoxes. Et donc, vous voyez. Alors donc, effectivement, aujourd'hui, la mondialisation a pris un plomb dans l'aile. Il y aura un après Covid-19. Et les relations internationales vont très certainement changer avec le fait que les États-Unis aient commencé déjà à s'affaiblir pour ce que vous avez vu. Parce qu'en temps normal, la suprématie des États-Unis sur le monde est venue à la suite de son intervention pendant les 2 guerres mondiales, c'est-à-dire la guerre 14-18 et puis la guerre 39-45 pour vaincre l'Allemagne nazie, ce qui lui a donné une certaine aura et un certain pouvoir sur les autres puissances. Et c'est là aujourd'hui, on se rend compte qu'avec cette pandémie qui aujourd'hui pour une fois déjà touche le monde entier et que ce n'est pas de façon sectorielle aujourd'hui, on a remarqué effectivement, on vient de voir les faiblesses aussi des grandes puissances. Alors donc, mais les choses seront-elles aussi faciles qu'elles sont dites, parce que, évidemment, comme je le dis, la Chine y travaille depuis très très longtemps. Est-ce que mettre fin à la mondialisation ne sera pas une tâche aisée? Parce que la mondialisation est partie d'un principe très simple. Les dirigeants des entreprises occidentales étaient très heureuses déjà de délocaliser leurs entreprises parce que, je vais dire, sous la pression des lobbies écologistes, elles ont délocalisé leurs installations à l'extérieur. Et puis aussi le fait de trouver une main-d'œuvre moins chère en Chine était quelque chose de très important pour eux. Mais en même temps, aujourd'hui, après avoir chanté longtemps les mérites de la mondialisation, et les pays ont commencé à se rendre compte, effectivement, aujourd'hui, que la part de l'État est très importante dans une économie. Le pouvoir de négociation de l'État est très important. Dans les économies occidentales, ce sont les capitaines d'industrie qui déterminent la politique extérieure, je vais dire, des États. Mais ce n'est pas le cas en Chine. La force de la Chine, c'est d'avoir en même temps adopté ces 2 modèles, c'est-à-dire une très forte implication de l'État dans certains projets sociaux, et aussi le fait que les initiatives privées, c'est vrai, elles existent, mais elles sont liées dans ce que l'État a mis comme dispositif pour pouvoir contrôler les entreprises. Et or, de l'autre côté, c'est le secteur privé, ce sont les initiatives privées dont l'objectif est basé sur le bénéfice. Voilà. Et donc vous avez pu vous en rendre compte, par exemple, dans les pays africains dans les années 70, des années 70 à 80, lorsque le capitalisme d'État était très fort, il y a eu des entreprises d'État qui ont été créées dans le domaine maritime, dans le domaine aérien, des compagnies ont été créées, des banques, des usines ont été créées. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de gestion de part et d'autre, mais lorsque le FMI est venu et les présidents sont venus avec des plans pour demander de privatiser tous ces secteurs, on a vu les conséquences qu'ils en ont subi. Donc aujourd'hui, ceux qui avaient, ceux qui avaient brocardé la Chine hier, aujourd'hui sont en train de se rendre compte de l'importance de l'État. Et d'ailleurs, au plus fort de la crise, dans son message du 16 mars, le président Macron avait dit que si la crise continuait au rythme qu'elle avait, il y avait de fortes probabilités que l'État nationalise certaines entreprises françaises. Non? Tout à fait. Et donc ça, je pense que ça mérite vraiment qu'on comprenne ce qui a été dit. Ok, d'accord. Très rapidement, avant que nous ne poursuivions, on va quand même parler de l'hydroxychloroquine. Alors, c'est ce médicament présenté par le docteur Raoult comme pour l'heure le remède miracle qui pouvait aider à soigner le coronavirus. On a vu que l'OMS
n'a pas tout de suite validé. Et donc, on voit qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Et quelle analyse en faites-vous rapidement, docteur? Je pense qu'il faut comprendre les deux pensées. Hein. Normalement, on ne met pas un médicament sur le marché de façon, on va dire, précipitée. Il y a des protocoles, il y a des tests qu'il faut faire, etc. Et quand ces tests ne sont pas faits, les chercheurs ne sont pas prêts à les valider. Voilà, c'est comme dans toutes les recherches. Hein. Il y a un certain nombre d'échantillons qu'il faut tester et quand ça n'a pas été fait, c'est pas évident. En même temps, quand vous mettez du point de vue du professeur Raoul, c'est que vous avez une urgence, il faut sauver des vies. Et lui, il a essayé un certain nombre de choses qui marchent, qui ont l'air de marcher. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas continuer? Alors, comme nous sommes en face d'une incertitude, et on peut laisser le bénéfice pour dire que si un médicament marche, il faut sauver les vies. Il faut sauver les vies, mais il faut comprendre aussi l'OMS et les autres chercheurs. On ne peut pas, du point de vue scientifique, le mettre comme ça, que l'OMS, en tant qu'une organisation, on va dire, qui est le garant de la santé, puisse le dire de façon officielle. Je pense que peut-être dans pas très longtemps, avec quelques tests davantage, certainement que l'OMS va se prononcer de façon officielle. Voilà. Il faut le rappeler, hein, l'hydroxychloroquine, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est un médicament qui a fait ses preuves. Non, mais il a déjà fait ses preuves avec le Divaquine, l'Aspro et autres là que nous connaissons dans notre... Non, mais ça ramène la question... C'est pas la même maladie. Oui, donc, je suis d'accord avec vous, docteur, je suis d'accord avec vous. Mais il y a ce qu'on appelle... Vous avez parlé tout à l'heure des processus... Il y a des protocoles à respecter. Mais ces protocoles-là sont validés par des organisations, soit des organisations internationales qui elles-mêmes sont, je vais dire, par exemple, chapeautées par des organisations internationales qui peuvent accepter, soit par exemple d'homologuer un médicament ou de ne pas homologuer ces médicaments. Or, on sait qu'il y a un lobby pharmaceutique qui existe, et ce lobby pharmaceutique-là, si des découvertes sont faites qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts, et je pense que ça risque de poser problème. Et c'est ce qui s'est passé avec le docteur Raoul. Mais c'est ce qui s'est passé aussi avec ce qui peut se passer, mais ce qui s'est passé déjà par le passé avec des chercheurs africains. Les chercheurs africains ont des médicaments dans les laboratoires, généralement dans les laboratoires des universités, parce qu'il n'y a pas l'Institut Pasteur français, Pasteur dans les pays francophones. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas de laboratoire privé dans les pays francophones qui soit à la hauteur vraiment de cet institut-là. Mais je vais dire qu'on a vu qu'il y a des professeurs, des enseignants, des chercheurs qui sont bien connus, reconnus, dont les trouvailles sont homologuées et bien reconnues sur le plan international, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore été homologuées. On parle il y a le cas de ce médicament, la pivrine du médecin béninois Angon, voilà, qui a été tourné en dérision. Et je me rappelle moi-même, il y a quelques années de cela, ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire, où un médecin avait trouvé, prétendait, mais affirmait plutôt avoir trouvé un médicament contre le sida. Mais on est resté dans les erreurs des questions de terminologie, c'est un médicament, c'est pas un médicament, etc., etc. Et les scientifiques ont passé le temps à se lancer la balle jusqu'aujourd'hui. Le monsieur a dû mettre, le résultat de ses recherches là sous le boisseau. Et puis bon, finalement, on a appris finalement, je ne sais pas s'il vit encore ou bien quoi, mais ça revient à ce problème. Si vous voyez aujourd'hui que sur le plan médiatique, le professeur Raoul, Raoul aujourd'hui, effectivement, il ne fait pas l'unanimité et il ne plaît pas à certaines personnes. Je pense que c'est un peu dû à cela. Il y a les intérêts qui sont très, très, très importants. Et comme on le dit, des laboratoires pharmaceutiques qui ont des moyens plus que plusieurs États africains réunis à la fois, qui mènent des lobbying souterrains pour que certains médicaments ne soient pas... Pour aller un peu plus vite, les choses semblent avoir évolué. Aujourd'hui, on a vu le président français Emmanuel Macron aller saluer le professeur Raoul, échanger avec lui et essayer d'aplanir les divergences. Et puis bon, on voit le laboratoire français, Sanofi, produire des millions de tonnes de l'hydroxychloroquine. Oui. Et puis bon, la Côte d'Ivoire, ce vendredi, vient d'en recevoir plusieurs tonnes. Le ministère de la Santé vient de les réceptionner. Bon, les choses semblent évoluer. Donc nous allons poursuivre. Alors, docteur, quelles leçons l'Afrique doit-elle tirer de cette pandémie? Non, il faut
qu'on tire de grandes leçons. Il y en a beaucoup à dire sur ce sujet. Une des leçons que je peux quand même dire, c'est que déjà, en tant qu'État, en tant que nation, nos États doivent plus négliger la santé. Il faut mettre la santé, comme je l'ai dit, comme une priorité nationale, au même titre que la défense nationale, au même titre que la sécurité, parce que la santé, c'est pour tout le monde. La santé est le garant même de l'existence même des nations. Si les peuples, vous avez des citoyens qui sont tous malades, vous n'avez plus de pays. Donc ça, c'est une des leçons. Une autre leçon, c'est qu'il faut surtout se préparer à avoir des mécanismes pour gérer les crises dans tous les pays. Par exemple, si aujourd'hui nous avons la pandémie du corona, mais il peut y avoir autre chose demain. Donc les États doivent apprendre à avoir notamment des stocks de sécurité. Je suis heureux que la CEDEAO a des stocks de sécurité alimentaire, mais il peut avoir des stocks de sécurité dans plusieurs domaines, des stocks de médicaments sur 2 ans, sur 3 ans, mais pas des choses qui vont finir sur 6 mois. Ensuite, il faut surtout que nos États arrivent à renforcer des systèmes de production de médicaments sur le sol africain. Il y a des chercheurs sur ce continent capables de produire des médicaments. Il faut les accompagner, il faut les aider à le faire. Il faut renforcer la recherche scientifique au niveau médical. Il y a des chercheurs ici qui font des choses. Le professeur Éolier, qui est au CHU, qui a trouvé des choses intéressantes. CHU de Trècheville. Oui, il faut les accompagner. Et il n'est pas le seul. Au Sénégal, nous avons des gens qui viennent de trouver un moyen de fabriquer des appareils de respiration. Il y en a dans tous les pays africains. Ces gens, il faut les appuyer, les organiser. Ça, c'est une des leçons très, très, très importantes. Je l'ai dit, la pandémie s'est passée dans les pays développés. Mais nous qui sommes des pays moins avancés, qui n'avons rien, alors, si on commence à avoir des milliers de cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des grands centres de mise en quarantaine. Il faut prévoir tout ça. Ensuite, quand nous avons visité certains grands pays, ils ont des endroits qu'on appelle les abris de sécurité. Ici, si vous avez un tsunami ou bien une inondation brutale, les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, ils vont aller où? Est-ce qu'il y a des places? Alors ça dit, ils vont au village. Bon, mais non, il faut prévoir des abris. Tout à fait. Un peu comme en Israël où ils ont des abris pour la guerre. Il faut des abris, il faut des endroits où les gens vont aller se réfugier. C'est ça en fait, un État, c'est la prévision sur le long terme. Il faut faire des modèles. Et il y a des gens, il y a des économistes dans ce pays qui ont des modèles pour pouvoir, ils peuvent modéliser toutes les crises qui peuvent arriver. Il faut les mettre à contribution. C'est pour ça que les États doivent apprendre à vraiment se projeter. Il ne faut pas rester dans le sur-place, faire de la politique seulement, mais il faut travailler. Ensuite, il faut bien utiliser les moyens. Le peu de moyens que nous avons là, il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas gaspiller les ressources de l'État à faire des choses. Si nous prenons même le cas de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les mesures barrières qu'on a mis en place, il faut aller plus loin. Je suis étonné qu'on parle de mesures barrières et autres, mais pourquoi à tous les carrefours, dans les rues, à Abidjan, il n'y a pas d'endroit où celui qui n'a pas un bureau, qui n'a pas les moyens, peut aller se laver les mains. Et pourtant, c'est avec l'argent du contribuable. Donc, il faut que dans les gares, partout, dans les arrêts de bus, dans les arrêts de il faut qu'il y ait des endroits où les gens peuvent laver leurs mains. On peut même mettre des jeunes gens qui sont là pour pouvoir surveiller ça. C'est des choses simples. Donc, vraiment, les États doivent être dans la prospective. Il faut que les États s'équipent. Il faut que l'État érige la santé comme une priorité nationale, la recherche médicale comme une priorité. Les tradis praticiens qu'on a toujours tourné en dérision dans nos nations, il faut les mettre à contribution. C'est pas les prendre qu'on se soigne. Voilà, donc c'est les choses, les États doivent tirer de grandes leçons. Et j'insiste là encore là-dessus, on ne peut plus voyager pour aller se soigner en Europe. Alors, il faut mettre en place ici, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Congo, en RDC, partout. Il faut mettre en place des centres de santé de référence pour qu'on n'ait plus honte de dire je suis allé me soigner au CHU. Il faut qu'on soit capable
d'avoir des centres efficaces où les gens peuvent se soigner sans être dans une situation où ils vont se faire contaminer. Il faut équiper les médecins. Même aujourd'hui, on parle de se protéger, mais nos médecins, je ne crois pas qu'ils aient assez de moyens pour se protéger eux-mêmes. Ensuite, il y a un chiffre vraiment qui me fait mal. Pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire n'a que seulement que 2 facultés de médecine? Un grand pays comme la Côte d'Ivoire n'a que 7000 médecins. Pourquoi? Alors que l'OMS dit qu'il faut 23 médecins pour 10 000. Ici, nous avons 5 médecins pour 10 000. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes gens qui veulent étudier? Est-ce qu'il n'y a pas de professeurs qui veulent enseigner? Alors il faut faire ça pour tous les pays africains. Ceux qui nous écoutent, les dirigeants qui prennent les décisions, ils doivent mettre maintenant la formation. Prenons le cas de Cuba. Un petit pays comme Cuba fait de l'exportation de ses médecins. On peut faire la même chose partout. Tout à fait. Vraiment, je pense qu'il y a de grandes leçons. Il faut se préparer à faire face à des s'il y a un tremblement de terre, tout de suite. Si même, ne serait-ce qu'il n'y a plus de bateaux qui viennent de Thaïlande, on va manger le riz où? Est-ce que nous avons des stocks de 1 an, 2 ans, 3 ans? Rien. On nous a dit qu'il y a des stocks de 6 mois. Mais 6 mois, c'est peu. Parce que tout est possible. Tout est possible. Les pays sahéliens ont la culture des stocks de réserve. Mais ici, je pense que c'est des choses que l'État doit commencer à revenir là-dessus. Nous avons connu, je crois, en 83, nous étions encore tout petits, une grosse famine en Côte d'Ivoire. La sécheresse de 83. Et ça, moi, je l'ai encore en souvenir parce que les fonctionnaires s'alignaient pour aller acheter le riz et on leur donnait le riz avec leur carte d'identité. Ce sont des choses qui peuvent arriver parce que nous sommes dans un monde où tout est possible. Le changement climatique fait que tout est bouleversé. Donc l'État doit préparer les centres où on peut gérer les catastrophes et les crises. Voici ce que je peux dire. Merci docteur. J'espère que c'est un message bien entendu. Oui. Ce que le docteur disait tout à l'heure, je voulais lui dire, rappeler un peu, au cours d'un de nos échanges, il disait, en Afrique, si tu veux mourir de faim, il faut le chercher. En fait, c'était une façon pour lui de dire que les compétences locales ne sont pas suffisamment valorisées. Et je pense que c'est l'un des problèmes. Lorsqu'il y a ce genre de situation, lorsque une organisation, c'est-à-dire un pays ou une entreprise, est confrontée à des menaces de ce genre-là, elle compte d'abord sur quoi? Sur ses forces internes. Et là, je pense que nous sommes, les pays africains en tout cas, ont des ressources humaines de grande qualité et qui sont formés parfois même avec des moyens de l'État dans les grands laboratoires, à l'extérieur, partout. Et lorsqu'ils reviennent dans leur pays, et je pense qu'il faudrait pouvoir valoriser les résultats de leurs recherches. Et c'est là qu'il y a le problème parfois. Et moi, j'aurais souhaité par exemple que les chercheurs soient valorisés en même temps peut-être, avec les mêmes avantages que soit par exemple les membres du corps préfectoral par exemple, soit comme les députés, qu'ils puissent avoir des passeports de service, qu'ils puissent recevoir du matériel scientifique par exemple en exonération, pour pouvoir voyager. Et vous avez des chercheurs, certains avec lesquels nous avons échangé, qui sont parfois privés même à l'extérieur. Il a parlé du professeur Éolier du CHU de Trécheville, mais c'est un scientifique de très haut niveau qui vient d'avoir un prix, le prix Mérieux en France tout récemment. Et justement, c'est dans les maladies infectieuses. Bien sûr. Voilà. Et donc, cette personne-là, ce sont ce genre de personnes, des champions nationaux là, qui doivent être mis en relief pour que les populations les connaissent et que puis ça crée de l'émulation aussi au niveau des jeunes populations. Donc ça, c'est une leçon véritablement qu'il faut tirer. Et lorsque la crise a commencé, j'ai bien écouté notre ministre du Commerce qui parlait de stock de 6 mois que nous avons et qu'il y avait possibilité de recevoir du riz de Chine. Bon, à supposer. Et là, on le sait, si la crise était devenue très forte, que les Chinois ne peuvent plus, soit ne peuvent plus ou ne veulent plus nous envoyer du riz, ou bien si la Thaïlande ne peut pas le faire, qu'est-ce que nous faisons? Alors donc, il faut se préparer. Un stock pour de riz pour une population, 5 mois, 6 mois, c'est très peu. Donc, je me réjouis aussi que le président de la République en Côte d'Ivoire ici ait créé le ministère du riz. Ça a fait rire les gens, mais je pense que c'est une décision courageuse qu'il convient, par exemple, de chercher à mettre cela en pratique. Okay. Donc c'est un élément très important. Il faut valoriser
nos compétences locales. Aujourd'hui, fort heureusement, je vais dire que cette crise touche tout le monde. Ce ne sont pas les gens de couches modestes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir pour aller se soigner à la Syrie. Qu'est-ce qu'on fait? 2 ministres burkinabés ont été guéris en se soignant dans les hôpitaux burkinabés. Je propose, par exemple, qu'en ce qui concerne les hôpitaux, qu'on revienne un peu à ce qui s'est passé dans les années 80. La Côte d'Ivoire était véritablement un hub médical. Le centre de cardiologie d'Abidjan avait un rayonnement sur toute la région. Il est toujours. Hein? Il est toujours, mais il y a d'autres, je veux dire d'autres pays de la sous-région aussi qui ont créé des centres similaires. Donc ça veut dire que le monde est en pleine évolution. Hein? La Côte d'Ivoire a largement les moyens d'être un hub médical en Afrique de l'Ouest ici. Et la qualité des membres du corps médical en Côte d'Ivoire est reconnue en Afrique. Donc je suis sûr que c'est des choses qui peuvent se faire. Alors donc voici ma ok, notre mission tire à sa fin. Docteur, très rapidement, comment voyez-vous demain, en quelques secondes? Il est difficile de dire de façon précise comment on va voir demain. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura plusieurs scénarios. C'est que soit le scénario pire, hein, c'est que cette pandémie continue et que nous soyons tous, on va dire, bloqués. La peste espagnole a tué beaucoup de personnes. Hein. Donc il se peut que ça soit la même chose. Je ne le souhaite pas, mais il se peut. Et que l'État ivoirien, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, soit obligé de mettre des villes entières en confinement, etc. Et que bon, il y ait des interdictions peut-être de circuler entre les villes et tout ça, entre les quartiers d'Abidjan déjà pour pouvoir commencer par là. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je fais un peu du benchmarking en comparant notre système sanitaire avec celui des grands pays. Ici, nous n'avons pratiquement rien. Mais là-bas où il y a tout, quand vous prenez un pays comme la Corée, c'est propre, c'est nickel. Mais ils ont eu quand même des milliers. Donc ça veut dire qu'ici, il se peut que nous ayons une situation où l'épidémie va prendre, enfin la pandémie va prendre de l'ampleur. Mais je pense que c'est ce que je souhaite, c'est le scénario, on va dire le meilleur, c'est que nous puissions maîtriser. Beaucoup d'efforts quand même sont faits. Il y a eu des commandes de matériel, etc. Mais il faut que ce matériel soit vraiment rapidement mis à disposition des centres de santé, des médecins. Et que on souhaite que cette maladie soit maîtrisée, que la courbe puisse être en train de s'abaisser pour que l'économie repart, parce que tout est à plat. Nous sommes des pays où 90% de nos entreprises sont dans le secteur informel. Du coup, il sera difficile de se relever si cette situation continue sur 3 mois. Donc, mon souhait, c'est qu'avec l'autorisation du gouvernement ivoirien, qu'on puisse utiliser ce nouveau médicament, enfin c'est un ancien nouveau médicament, que cette maladie soit maîtrisée et que les choses aillent vraiment bien. Mais les habitudes ne seront plus les mêmes. D'ailleurs, nous avons commencé à changer. Nous, les Africains, nous aimons beaucoup nous saluer. C'est fini, nous aimons beaucoup aller aux funérailles. Tout ça, ce sont des choses qui vont quand même changer. Et donc, c'est vraiment le scénario que je souhaite. Okay. C'est que nous puissions être dans une phase où, on va dire, il n'y a plus 50 cas, il n'y a plus 100 cas, il y aura peut-être 2 cas par-ci, par-là, pour que tout le monde soit en paix. Ok. Sadia, oui. Demain, en quelques minutes, très rapidement, comment voyez-vous demain? Demain, je pense déjà que à moyen terme, il va y avoir un déconfinement. Je pense que jusqu'à la fin du mois d'avril, je pense qu'on aura déjà atteint le pic en Afrique et qu'on serait, la courbe serait... Vous prophétisez, hein? Je prophétise, non, ce sont des analyses que je fais. Ok, d'accord, allons-y. Je pense que la courbe va être infléchie à partir de ce moment-là et qu'on va aller vers le déclin. Et j'analyse pour cela de part et d'autre les discours des dirigeants sur le plan mondial. Et je pense que cela va s'arrêter. Mais le monde ne sera plus tel qu'il était. Je vois aussi, je veux dire, après l'arrêt de cette crise-là, beaucoup d'entreprises et de secteurs d'activité auraient été touchés. Et ce qui sera le plus difficile, c'est de voir maintenant comment est-ce qu'il faut se relever. Ce que moi je vois, je retiens comme leçon ici pour terminer, c'est de voir que cette crise a ramené les hommes aussi, les êtres humains à leurs insuffisances. Et tout récemment déjà, je pense que le docteur a parlé tout à l'heure du réchauffement climatique.
Et on a constaté, en fait, d'après ce que nous avons vu dans les médias, que dans certaines villes européennes, déjà, on commence à ressentir les brises le vent, la nature a commencé à reprendre un peu le dessus. Et puis aussi, sur le plan social, aussi, il y a des familles. Le boulot, la productivité avait fait en sorte que les familles dans le monde occidental avaient volé en éclats aujourd'hui. Et le confinement fait en sorte que vraiment les populations se retrouvent et retrouvent les valeurs familiales. Ouais. Et c'est ce que je vois. Et je sais que le monde ne sera plus tel qu'il était avant. Et les êtres humains vont beaucoup réfléchir. Et c'est ce que moi je vois. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Notre émission tire à sa fin. Nous vous demandons de faire preuve d'indulgence. Et vous voyez beaucoup de sueur sur les visages. Et le personnel à Business 24 est très réduit. Il n'y a que 2 personnes. Nous disons merci à Richard Akeke, le réalisateur, qui avait à ses côtés Fatih Tima Traoré, juste 2 pour cette émission, et c'est normal. C'est le confinement, c'est le coronavirus, ce sont des mesures barrières. Merci de le comprendre. Nous disons merci à nos 2 consultants. Nous étions avec Dr Alexis Kofi-Yevois. Merci. Et avec Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique et stratégique. Merci. Nous parlions de l'après-coronavirus. Merci et prenez soin de vous. N'oubliez pas, respectez les mesures barrières.